Elle a tué sa belle-fille, mais le fantôme est revenu réclamer justice. Jamila te raconte l'histoire. Elle s'empilèrent. Amina appela encore. « S'il vous plaît, mère, c'est la fatigue », répondit Zainabou, presque inaudible. La nuit fit saigner le silence. Amina serra son ventre et prononça très bas un prénom qu'elle n'aurait jamais le temps de donner. Puis tout s'éteignit. À l'aube, Zainabou rangea la tasse, lava la calebasse, aéra la chambre. Sa voix, quand elle cria à la cour, était exactement celle d'une mère en détresse. « Amina ne respire plus, vite !» On accourut, des pleurs, des hélas. Un voisin suggéra maladroitement « Les grossesses sont capricieuses ». Les regards se baissèrent. Quand Idriss revint, la cour était vide et la maison pleine de cendres froides. « Où est Amina ?» demanda-t-il, déjà tremblant. « Mon fils, la grossesse l'a emporté. Nous n'avons rien pu faire », dit Zainabou, jouant sa douleur comme un rôle appris. Idriss tomba à genoux, prit la terre à pleines mains et la trouva soudain trop lourde. Les funérailles furent sobres. L'air avait un goût de métal. Idriss, muet, restait près de la tombe, parlant à mi-voix, comme on parle à une porte que le vent referme. « Pardonne-moi de n'avoir pas été là. Pardonne-moi. » La vie, l'insolente, reprit ses gestes. Mais la nuit, la maison changea de respiration. Au début, ce ne fut qu'un souffle au pied du lit, une ombre qui pesait sur l'air. Puis, un pleur de bébé, ténu, comme venu d'une calebasse posée à l'envers. Idriss se redressa plusieurs fois. « Mère, vous avez entendu ?» « Les poutres craquent, c'est l'hivernage », coupait Zenaïbou. Un soir, Idriss rêva d'Amina, debout près de la porte, vêtue de la robe bleue qu'elle aimait, les mains sur le ventre, les yeux pleins d'une eau qui ne tombe pas. « Ce n'était pas un accident », murmura-t-elle. Idriss se réveilla un sursaut, le cœur comme une enclume. Les signes se multiplièrent. Une tasse que met Amina glissa de l'étagère et se brisa net, sans raison. Le bracelet de perles qu'Idriss lui avait offert revint par 3 fois au même coin de table alors qu'on l'avait rangé ailleurs. La vieille tante Kani, de passage, frissonna dans la cour en plein midi. « Pourquoi fait-il froid ici ?» Le griot Salif, homme de mémoire à la voix de Kola, croisa Idriss près de l'atelier. « Mon fils, quand les morts se tiennent debout dans les rêves, c'est qu'une chaise est à l'envers parmi les vivants. Remets la chaise à l'endroit et ils s'assièrent enfin. » Comment remettre, souffla Idriss, la gorge sèche. Cherche la tasse, cherche la boisson, cherche la parole qu'on n'a pas dite. Le soir même, Idriss fouilla la chambre d'Amina sans savoir ce qu'il cherchait. Son regard accrocha une trace couleur de terre au fond d'une calebasse. Puis, dans la cuisine, un sachet de poudre pâle glissait derrière des gourdes. Il n'osa pas accuser sa mère, l'idée même lui déchirait le cœur. Pourtant, les rêves insistaient. Une nuit, Amina lui montra, dans le sommeil, une théière fumante et une main qu'Idriss connaissait trop bien. Il se réveilla en larmes. « Mère, dites-moi tout ce qui s'est passé ce soir-là, du début à la fin », demanda-t-il, le visage fermé. « Tu me soupçonnes donc ? Tu mens à ta mère à cause d'un cauchemar ?» s'étrangla Zenaïbou. « Je te demande la vérité, pour elle, pour l'enfant. » « Sors de ma cuisine, Idriss », trancha-t-elle, dure comme un couvercle. La nuit suivante, le pleur du bébé devint un chœur. Les voisins, cette fois, s'arrêtèrent dans la ruelle, l'oreille tendue. On dirait « Non, tais-toi ». Et pourtant, chacun rentra chez soi avec une chair de poule qui ne voulait pas se calmer. Au cimetière, on dit avoir vu une silhouette de femme se tenir près d'une tombe et disparaître quand on s'approchait. La rumeur gonfla, et avec elle, la peur de Zainabou, qui se battait avec son oreiller comme si des épines en sortaient. Elle pria, elle jura, elle s'accrochait à ses mots comme à des racines sèches. Mais le monde a sa façon de faire revenir ce qu'on enterre mal. Ce fut une nuit sans lune. L'air coupa net, comme un tissu qu'on déchire. Dans la chambre de Zainabou, une lumière pâle vint se poser au coin de la matte. Zainabou rouvrit les yeux, son souffle se fit court. Amina se tenait là, claire, d'une clarté sans ombre, les traits calmes et tristes. « Pourquoi, mère ?» dit la voix, douce et ferme à la fois. « Pourquoi m'avoir fait boire ta nuit ?» Zainabou tenta de crier, mais sa voix s'enroua. « Tu n'existes pas, tu n'existes pas !» « La vérité existe,
écoute-la. » Alors, les murs montrèrent. La tisane fumante, la poudre versée, le regard détourné, la main d'Amina tendue, la douleur, le silence qu'on fait semblant de ne pas entendre, l'enfant qui ne viendra pas. Les images ne passaient pas par les yeux, elles tapaient directement au cœur. Zainabou haleta, leva les mains comme pour arrêter une pluie. « Assez !»« Dis-le » répondit la voix, « dis-le au jour. » Depuis cette nuit, Zainabou ne vécut plus. Elle survécut. Elle sursautait au moindre bruit, éteignait les lampes pour rallumer aussitôt, touchait les murs pour s'assurer qu'ils étaient encore là. Les pleurs de l'enfant revenaient, plus nets, même en plein midi. Son visage se creusa, ses mains tremblèrent, son autorité se défit comme un tressage mal serré. Le conseil du village se réunit pour parler des récoltes. Tout le monde était là, les anciens, les femmes, les apprentis d'Idriss, le griot, la vieille Fanta qui regardait ses pieds, coupable d'avoir vendu sans demander.